Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres. Cultura aujourd'hui a pour invité Léon Alfred Opimba, 34e ministre des Sports, il faut dire, et Éducation physique en République du Congo. Léon Alfred Opimba vient de commettre un ouvrage qu'il faut dire déjà a fait parler de lui, il y a de cela quelques jours, avec la grande présentation officielle de cet ouvrage qui a eu lieu à l'hôtel Radisson. Aujourd'hui, Cultura a l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir cet auteur qui va nous parler de son ouvrage paru aux éditions L'Harmattan Congo. Bonjour, Léon Alfred Opimba. Bonjour, monsieur Goma Malanda. Alors, je vais vous présenter succinctement et vous me direz si j'ai menti, n'est-ce pas, au terme de cette présentation. Léon Alfred Opimba, vous êtes médecin. Député à l'Assemblée nationale du Congo depuis 1992, vous occupez entre 1992 et 2002, il faut dire, différentes fonctions ministérielles en charge des questions de santé, de population, de solidarité et d'action humanitaire. En 2002, donc de 2002 à 2007, vous êtes président de la commission Affaires étrangères et coopération de l'Assemblée nationale, puis ministre des Sports et de l'Éducation physique de 2011 à 2017. Et l'on sait que depuis quelques mois, vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais en passant, j'aimerais quand même signaler, Léon Alfred Opimba, que vous êtes commandeur dans l'ordre du mérite sportif et dans l'ordre de la paix. Après, vous pouvez me contredire. Je ne contredis pas, je complète. Je suis d'abord grand officier dans l'ordre du mérite congolais, commandeur dans l'ordre sportif et commandeur dans l'ordre de la paix. Merci pour ce complément. Alors, Léon Alfred Opimba, il faut dire qu'il y a de cela quelques mois, sinon très récemment, il faut dire, vous avez commis cet ouvrage « Sport et éducation physique en République du Congo oui. Mon témoignage pour bâtir ». Et cet ouvrage, n'est-ce pas, a connu une double caution, celle du préfacier, le professeur Jean-Luc Akayevi, et du postfacier, Henri Ossébi, qui également est un ancien ministre. Donc là, vous avez une double caution et il faut dire que c'est pas rien. C'est pas rien. Et votre ouvrage, il faut dire qu'il compte 274 pages, sinon 276, également connaît plusieurs, n'est-ce pas, présentations, plusieurs éléments paratextuels. Vous avez voulu mettre une introduction, un avant-propos, et également un prologue, pour ne pas dire aussi un épilogue. Tout à fait. Voilà. On sait que ça a été fait volontairement à côté, n'est-ce pas, de ces deux cautions que je venais de mentionner. Alors, Léon Alfred Opimba, sport et éducation physique en République du Congo. Oui. Mon témoignage pour bâtir. Oui. À peine quelques mois, il faut le dire, n'est-ce pas, que vous quittiez ce département ministériel. Oui. Et au bout, comme ça, un jour, vous nous commettez cet ouvrage. Oui. Y avait-il urgence de commettre cet ouvrage? Vous l'avez bien dit, le titre de l'ouvrage, c'est « Sport et éducation physique en République du Congo, mon témoignage pour bâtir ». Mon témoignage pour bâtir parce qu'on ne bâtit pas dans l'oubli. D'ailleurs, et je l'en remercie encore une fois, le professeur Jean-Luc Akayevi, lorsqu'il fait sa préface, il a intitulé « Pour ne pas oublier ». Parce que, justement, on ne bâtit pas dans l'oubli. Et vous savez aussi que, effectivement, le souvenir prépare l'avenir. Alors, urgence, en réalité, pour moi, c'est la suite logique de ce que j'ai vécu. C'est un témoignage de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas une fiction. Vous l'avez dit, et nous le dirons certainement, ce livre qui est structuré en chapitres est subdivisé. Non, il est structuré en parties, et en 4 parties, est subdivisé en chapitres, est conceptualisé, utilise des concepts qui sont intitulés des matchs. Il y a des matchs gagnés, des matchs perdus et des matchs à rejouer. Alors, ces matchs à rejouer, justement, pour moi, sont des éléments d'urgence. Parce que pour moi, bâtir, c'est ouvrir son cœur, bâtir, c'est suggérer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand vous prenez des matchs à rejouer, comme les contrats d'objectifs, comme la formation, comme la modernité
et la visibilité en sport. Il s'agit des éléments qui sous-tendent ou qui construisent la performance. Or, en sport, ce qui est important, ce sont les résultats. Et les résultats se bâtissent à partir de la performance en sport. Alors, la modernité et la visibilité, qui sont les sous-bassements de l'économie des sports. La formation en sport, qui est un élément de construction de la performance. Et naturellement, comme je vous l'ai dit, tout ce qui a trait à la visibilité, tout ce qui a trait au contrat d'objectif, pour moi, ce sont des éléments que je suggère pour la poursuite de la réflexion. Voilà pourquoi on n'a pas intérêt à attendre 10 ans pour ça. On n'a pas à attendre 20 ans pour ça. Il s'agit de dire, pour moi, ce sont des matchs à rejouer. C'est-à-dire, j'ai tenté de relever ces défis, mais je n'ai pas eu le temps de les terminer. Je suggère que le lecteur, qui effectivement peut prendre conscience de ce que ces trois, je ne parle que de ces matchs à rejouer, ces 3 matchs sont importants pour construire la performance. C'est à lui, effectivement, de pouvoir dire c'est important ou ce ne l'est pas. Mais moi, je crois que ce n'est qu'une suggestion pour la poursuite de la réflexion en vue d'une action. Voilà. Et vous le mentionnez dans l'avant-propos, Léon Frédé Opimba, à la page 20, oui. Dans le dernier paragraphe. Il ne s'agit pas pour moi de faire des commentaires ou des analyses, par exemple sur les questions techniques de l'entraînement des sportifs ou celles liées à la tactique mise en place lors des compétitions sportives qui se sont déroulées pendant cet intervalle de temps. Je n'en ai aucunement ni la prétention ni la compétence. Je ne me trouve pas non plus dans l'étoffe de celui qui se plairait à dégager ce qui aurait marché et ce qui ne l'aurait pas été en tentant de se dérober. Tout à fait. Mais l'on sait également, il faut le dire, au-delà, n'est-ce pas, au-delà de ce que vous ne présentez pas comme prétention, il y a là un passage, n'est-ce pas, à témoin que vous faites. Et naturellement, une espèce de bilan aussi, parce que l'on sait que dans ce que vous présentez comme match, vous avez réussi et vous le présentez, n'est-ce pas, avec les mots qui sont les vôtres, à relever des défis, n'est-ce pas, que vous présentez, et également des chantiers qui sont restés inachevés. Certainement, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le passage de témoin que vous faites. Deux termes, bilan et passage de témoin. Bilan, si cela doit se comprendre comme étant l'énoncé de tout ce que j'ai pu vivre, l'énoncé des défis auxquels j'ai été confronté, qui ont été conceptualisés en termes de matchs. Oui, en effet, il y a eu des matchs ou des défis pour lesquels je pense que modestement nous les avons relevés. Il y a eu des matchs, nous l'avons reconnu, que nous avons perdus, où il y a des matchs à rejouer. En ce moment-là, si vous devez définir le bilan comme étant l'évocation de ces défis, je conviens avec vous. Passage de témoin, oui, c'est l'image que nous avons repris dans le livre, en disant qu'en sport, il est un sport dit course de relais. Course de relais, ça voudrait donc dire qu'il y a un premier coureur qui prend le témoin, qui donne au deuxième, qui donne au troisième. Et pour gagner, il faudrait que la vitesse, la distance ou la performance qui a été produite par le premier relayeur soit maintenue, soit même améliorée par celui qui prend le relais, pour que, effectivement, celui qui est le dernier relayeur puisse arriver le premier à la ligne d'arrivée. C'est ça, justement, ce que nous avons voulu symboliser par ce livre. Il s'agit pour nous de dire que, vous avez dit, il y a eu 33 ministres avant moi qui m'ont confié le témoin. J'ai parcouru ma distance. Je ne sais pas si j'ai maintenu l'écart, si j'ai été plus vite ou si j'ai ralenti, mais j'ai donné le témoin pour que justement on puisse améliorer la performance qui n'a pas été obtenue, mais qui a été obtenue ou pas, pour que effectivement à la ligne d'arrivée, ce soit la victoire. Mais la victoire, c'est quoi? C'est le développement des sports. La victoire pour moi, et je le dirai, c'est en page 19, la mission que le président m'a prescrite, qui avait 2 sens, qui avait 2 objectifs. D'abord, relancer les sports et organiser les 11e Jeux africains. Mais dans la relance des sports, c'est justement ce témoin, ce battant. Les Jeux africains, c'est fini. Mais c'est dans la relance des sports, c'est la symbolique du témoin qui doit être donc reçu,
qui doit être maintenue pendant la course et qui doit être transmise, justement, en maintenant les avantages, les avances et la vitesse obtenue. Voilà. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure la mission qui était la vôtre, n'est-ce pas, que le président de la République, le chef de l'État, vous a confiée. Avant que j'en arrive, Léon Alfred Opimba, à la page 23, dernier paragraphe, vous écrivez ceci. Au Congo, le ministère en charge des sports est considéré comme un ministère, et c'est en italique que vous passez, à chaise éjectable ou mort subite. Comme partout d'ailleurs, ce ministère, dit de la passion et de l'émotion, est géré par la rue. Les meilleurs coachs, techniciens, joueurs, sélections et classements sont ceux choisis par la rue et les gradins. En 51 ans, il a vu passer 33 ministres, soit en moyenne une durée de 18 mois par ministre. Et l'on sait que vous avez, n'est-ce pas, battu sur un record pour y rester pratiquement 7 ans. 6 ans. 6 ans. Alors, lorsque le président de la République, le chef de l'État, vous confie cette mission, qui est celle, n'est-ce pas, de relancer le sport, de ramener le sport à l'échelle internationale, quels sont vos sentiments à ce moment-là? Sinon, quels sentiments vous habitent à ce moment, conscient du fait, n'est-ce pas, de ce passage que je viens de lire, où on vous confiait un ministère à chaise éjectable? Mais d'abord, je l'ai dit dans, je crois, l'avant-propos, j'étais d'abord surpris. Et puis j'avais naturellement l'appréhension tout à fait, j'allais dire, normale du fait que cette mission, je ne m'attendais pas du tout. Comme vous l'avez dit dans votre présentation, je suis médecin. Dans mon passé politique et administratif, j'ai occupé certaines fonctions au ministère au gouvernement. Bon, bien sûr que peut-être que j'aurais pensé, puisque je suis dans l'action publique, après être sorti du gouvernement, lorsque l'on me ramène du gouvernement, je ne m'attendais pas du tout à aller au ministère des Sports. Au point où, effectivement, le premier sentiment en ce moment-là, c'était l'appréhension. Au-delà, bien sûr, de l'étonnement, mais c'est surtout l'appréhension. Mais finalement, je m'y suis fait. Mais ce qui est également à noter, vous l'avez dit, c'est que lorsque j'arrive au département, effectivement, ce n'était pas une clameur, c'est véritablement la réalité. C'est un ministère complexe. Je l'ai décrit, et cela m'a été dit, c'est le ministère de la passion et de l'émotion, où tout se décide en réalité dans la passion et dans l'émotion, comme fondement de l'appréciation. Et je l'ai dit, c'est la rue, ce sont les gradins. Vous imaginez les meilleurs coachs, ce sont ceux qui sont dans les gradins, c'est eux qui font les classements, c'est eux qui, etc., etc. Et il m'a été également dit que, effectivement, c'est un ministère à chaise éjectable, c'est-à-dire vous n'avez que le temps de vous asseoir et de partir. Voilà pourquoi, en effet, à l'observation, lorsque j'ai fait le point en arrivant, il y avait 51 ans, il y a eu 33 ministres avant moi. Et la moyenne de passage, c'était autour de 15-18 mois. Donc pour moi, je rentre dans ce ministère, dans cet état d'esprit, mais encouragé par le fait que, bon, naturellement, c'était des défis à relever, et je peux modestement me dire, je suis homme de défi, puisque l'histoire aurait relevé que, avant cela, j'ai eu effectivement à affronter un autre défi qui était important au décours de la guerre, c'était la relocalisation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à Brazzaville, après qu'il ait été délocalisé, et ce n'était pas du tout un dossier facile. Je me suis donc reconforté de cette expérience, tout en sachant que cela ne devait pas être facile. Voilà. Cela ne devait pas être facile, et vous le mentionnez dans votre ouvrage, Léon Alfred Opimba. Oui, oui. Justement, vous nous présentez, n'est-ce pas, des moments, comme on dit, n'est-ce pas, dans les deux extrêmes, des moments forts, également des moments faibles, des coups bas, comme on dit, ou des jeux de sous-marins, comme on l'en dit, comme d'aucuns le précisent, mais vous l'avez vécu dans votre chair, Léon Alfred Opimba. Et vous le mentionnez. Alors, de cette expérience, quel souvenir aujourd'hui, quel est le sentiment, n'est-ce pas, qui vous réconforte dans la commission de cet ouvrage? J'étais d'abord mu par, je crois, ma détermination de ne pas faire piètre figure, parce que le défi à relever était important.
Dans la mission, comme vous l'avez rappelé, j'avais 2 cibles. D'abord, relancer les sports et organiser les 11e Jeux africains. Au-delà du caractère passionnel ou émotionnel, bien sûr, on arrive dans un environnement avec les convoitises des uns et des autres, avec la complexité justement de la donne, ou des dossiers à traiter. Et je ne peux pas les passer tous en revue, mais vous prenez un dossier aussi complexe que celui des 11e Jeux africains, qui part d'abord de la mission de pouvoir obtenir l'organisation de ces Jeux ici à Brazzaville, mais également de les réussir, avec des négociations complexes au niveau de l'Union africaine. Parce qu'il y a eu un débat, c'est celui de la propriété des 11e Jeux africains. Le Conseil supérieur du sport en Afrique a été dissous, et le mouvement sportif, notamment l'ACNOA, qui est l'Association des comités nationaux olympiques en Afrique, revendiquait la propriété des Jeux. En même temps que l'Union africaine, qui représente les États, se disait également propriétaire. Donc, entre le moment de la dissolution du Conseil supérieur du sport en Afrique et la nouvelle attribution de la propriété de ces 11e Jeux africains, dites-vous bien que ça n'a pas été des moments faciles. C'est-à-dire avec des difficultés que nous avons rencontrées aussi bien sur le plan national, mais également sur le plan continental, parce que plusieurs éléments de complexité se présentaient à nous. C'est ce que nous avons tenté de reproduire ici. Alors, dans quel état d'esprit? Mais il fallait absolument se dire que j'ai une mission, je suis soutenu par le gouvernement, avec le président de la République, et il fallait absolument, j'étais jugé au résultat. Voilà pourquoi je me suis engagé, effectivement, avec des collaborateurs que je salue, que je remercie pour leur dévouement, ceux qui ont véritablement voulu s'engager avec moi dans ce combat, et nous avons, je crois, fait avancer les dossiers. Voilà. À ce stade de Léon-Fred Opima, je vous invite à nous lire un extrait, n'est-ce pas, que vous prendrez comme ça au hasard, pour essayer une fois de plus de mettre nos amis téléspectateurs, n'est-ce pas, dans le bain de votre ouvrage Sport et éducation physique en République du Congo, mon témoignage pour bâtir. Alors, il y a 4 parties. La première partie, ce sont les matchs gagnés. Je ne vais pas insister parce que ce sont les défis que nous avons relevés. La deuxième partie, ce sont les matchs perdus. Ce sont les échecs que nous avons connus, justement, pendant notre magistère. Et la troisième partie, je vous en ai parlé, ce sont les matchs à rejouer, c'est-à-dire les défis que nous avons identifiés, que nous avons tenté effectivement de relever, mais nous sommes partis avant, mais nous laissons à la postérité la possibilité de pouvoir, aux lecteurs, la possibilité de pouvoir en juger l'opportunité. Mais je vais vous lire, dans la première partie, un chapitre qui m'a moi-même amusé, c'est pas de prétexte. C'est à quelle page déjà? Page 71. 71, oui. Alors, pas de prétexte, avec un paratexte qui dit « De ce que j'entends ou vois faire avec charlatanisme, je n'y crois. Obtenir de bons résultats lors de la mise en œuvre d'un projet est tributaire d'une quête permanente. Le succès d'une entreprise résulte de sa bonne organisation, de sa gestion harmonieuse, de sa parfaite cohérence dans le volet opérationnel de la stratégie. J'ai toujours fait mienne la maxime échue à la musique qui stipule que pour produire une bonne mélodie à partir des notes écrites par un compositeur, chaque interprète doit s'évertuer à bien jouer sa partition, en évitant des canards qui sont à l'origine de la disharmonie. La gestion du sport n'échappe pas à cette rigueur. Pour arriver à ces bons résultats, chaque acteur devant intervenir aussi bien dans la conception, l'encadrement et l'exécution de l'œuvre doit pleinement s'impliquer en jouant parfaitement son rôle. Pour ce faire, outre la gestion des questions administratives et techniques dévolues aux initiés, j'ai tenté de créer un environnement de motivation des acteurs directs des sports et de mobilisation de la communauté sportive nationale. C'est pour dire que, dans pas de prétexte, le premier moment, pour moi, c'était, comme je l'ai dit en page 72, une façon de mettre chacun devant ses responsabilités. Pour que, effectivement, au travers de la motivation des acteurs directs
et de la mobilisation justement des acteurs indirects et notamment du public qui est le troisième homme, les acteurs directs, donc les sportifs, n'est pas de prétexte pour ne pas nous donner de bons résultats. Voilà pourquoi cette motivation a été engagée d'abord dans l'amélioration de l'organisation, et je le dis, l'amélioration de l'organisation a été une garantie pour la mise en confiance du groupe, notamment dans les conditions de voyage, soit par des vols affrétés, soit dans des cabines adaptées pour des vols long courriers, afin de permettre aux sportifs de se reposer ou de récupérer après l'effort. Ça, c'est un élément de motivation qui est important, qui se couple avec la revalorisation des primes et leur gestion transparente. Et surtout, avec l'obtention, après que nous ayons plaidoyé auprès du chef de l'État, d'une cola vivifiante qui vient donc à chaque victoire donner ou motiver les joueurs les sportifs à faire davantage pour qu'ils puissent effectivement nous emmener vers de bons résultats. Deuxième élément de cet élément, c'est en page 75. Je dis ceci, pour ne pas trouver des prétextes. Une autre initiative a été mise en œuvre, c'est créer les conditions de mobilisation du 12e homme, c'est-à-dire du public, pour accompagner nos sportifs. L'enjeu ici était de redonner du goût au sport public, le goût du sport au public, de réconcilier les supporters avec les stades, de rompre avec la regrettable indifférence des amoureux des sports vis-à-vis de leur lieu de culte. À cet effet, un comité de gestion au Diable Rouge a été mis en place avec pour slogan « Maintenons ou jamais la nation en communion avec les Diables Rouges ». Pourquoi? Parce que la réconciliation, la relance des sports passait également par la réconciliation du public avec les sportifs. Et également la remise en valeur des gradins. Des gradins, justement, parce que les sportifs évoluaient dans des stades vides. Et pour cela, nous avons donc justement créé des éléments de motivation et de mobilisation de ce public, de ce 12e homme, par la création d'un comité de soutien au Diable Rouge. Effectivement, on le verra dans le livre, quand on continuera à le lire, nous sommes arrivés à faire que le public se soit réconcilié avec les stades, qui pour la circonstance était devenu trop étroit pour contenir l'affluence. Ah oui. C'est donc effectivement le résultat de ce travail du comité de soutien au Diable Rouge que nous avons mis en place pour pouvoir justement réconcilier le public avec les stades. Et j'en arrive à la troisième partie justement de ce chapitre, pas de prétexte, ce sont les croyances. Ouais. Les croyances des uns et des autres. C'est ce qui a justifié que mon paratexte soit dit comme je l'ai dit. Justement, j'en arrivais juste pour vous demander, parce qu'il est substantiellement très profond, n'est-ce pas? Et il est signé, ce paratexte est signé de l'auteur. Exactement. Lorsque vous dites de ce que j'entends ou vois faire avec charlatanisme, oui, je n'y crois. Exactement. Ah, c'est très profond parce que je m'apprêtais naturellement à vous demander qu'est-ce que vous entendiez, n'est-ce pas, substantiellement par ce que je crois et j'entends, je vois par charlatanisme. Parce que là également, vous avez parlé de l'émotion, vous avez parlé de la passion de la foule, et on sait que les décisions de la foule sont des décisions, n'est-ce pas, qui, dans la plupart des cas, sont, il faut dire, n'ont pas la raison en réalité. Il manque beaucoup d'objectivité. Oui, la performance sportive, elle s'obtient sur l'exercice du sport dans les aires de jeu, quel qu'il soit. Mais autour justement de cette performance, il se crée un environnement psychologique qui a une influence également sur les acteurs directs des sports. Et c'est à cause de ça que, ayant été confronté à tout ceci, j'ai quand même dit, je le dirai à la fin de ce chapitre, qu'il fallait que les différents acteurs indirects qui encadrent justement le sportif pour sa performance puissent en effet faire un peu attention. Voici ce que je dis.
Nous sommes à la page Nous sommes à la page 76. 76. De Pablo Picasso qui dit « Je peins les choses comme je les pense, pas comme je les vois », ou moi qui dis « De ce que j'entends ou vois faire avec charlatanisme, je n'y crois, lequel crée le doute ». Laissant ce type de cogitation aux philosophes rompus à la tâche ou en herbe, le questionnement ici se décline autour du comment ne pas donner de prétexte à ceux qui croient mordicus que les bons résultats passent inexorablement par un certain nombre de croyances et de pratiques innommables qui conditionnent les sportifs dans leur confort psychologique. Et je prends quelques exemples. Que dire des comportements de ces grands sportifs qui entrent à reculons ou qui foulent l'air de jeu uniquement du pied droit pour les uns ou du pied gauche pour les autres? Que penser de ceux qui font un signe de croix ou lèvent les yeux et les mains au ciel pour les uns, ou qui font des gestes rituels d'inclinaison ou de prosternation pour les autres, surtout lorsque l'objectif est atteint? Enfin, il n'est pas rare de voir l'ensemble des sportifs, quelle que soit leur obédience religieuse, se retrouver en prière collective avant le début d'une rencontre. Toutes ces croyances des acteurs directs des jeux, relevant de la nécessité de leur conditionnement psychologique, doivent être respectées dès lors qu'elles contribuent à les sécuriser et les mettre en profonde harmonie avec eux-mêmes, avec le collectif et avec celui auprès de qui ils cherchent leur réconfort. Mais j'appelle l'attention en disant ceci. Cependant, une grande prudence devrait s'observer à l'endroit de nombreux vendeurs d'illusions qui gravitent autour des dirigeants et encadreurs, profitant soit de leur fragilité, soit tout bonnement de leur naïveté, exacerbée par l'envie d'obtenir coûte que coûte de bons résultats. Dans ces cas de figure, l'irrationnel domine souvent le rationnel. Et je dis ceci. Que dire en effet de quelqu'un qui a été consulté pour un match de basketball, ignorant la discipline, annonçait avec grande conviction, après avoir consulté, entre guillemets, que notre équipe nationale gagnerait par 1-0 en raison de l'enjeu immense que revêtait cette rencontre. Vous voyez, un match de basket. Et c'est ça justement l'inconfort ou le confort du charlatanisme. Que penser de ce dignitaire plus loin? Que penser de ce dignitaire, entre guillemets, qui revendique la propriété du lieu où l'équipement sportif est bâti, qui reçoit suite à sa demande des fonds et des présents destinés à préparer, entre guillemets, le match par la redistribution à leurs dévanciers et aux autres copropriétaires encore en vie, mais qui les garde pour lui-même, créant un ignoble scandale. Que dire et surtout que faire devant les pressions qui s'exercent pour désenvoûter un stade où, semble-t-il, on ne gagne jamais, ou délocaliser les rencontres pour les faire jouer dans un lieu qui lui-même a été l'objet, il y a peu de temps, de ces mêmes types de récriminations. Et je dis encore heureux que je n'ai pas vécu, à titre personnel, de sollicitation pour des sacrifices de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit, ou des visites nocturnes dans des lieux insolites, comme condition pour arriver à des bons résultats. Je conclue ceci. Tenant compte, donc tout compte fait, dans notre recherche effrénée de ces bons résultats, nous gagnerions, pour ne pas donner des prétextes à qui que ce soit, à respecter les croyances des sportifs, à nous détourner des charlatans et vendeurs d'illusions, spécialistes des incantations, et surtout à nous consacrer sur les conditions de formation et d'entraînement, tout en suivant de près certaines réalités objectives relevant des questions d'organisation. Vous voyez bien que j'ai abordé dans ce chapitre de Pas du prétexte la réalité, ce qu'on vit dans le milieu sportif. Aussi bien des questions de la nécessité de motiver les sportifs, pour ne pas donner des prétextes, la nécessité de mobiliser le public autour des sportifs et la nécessité d'attirer l'attention des charlatans qui gravitent autour des décideurs sportifs. Mais et pourtant, le charlatanisme, n'est-ce pas, est totalement au-delà du chef du département ministériel que vous êtes. Des fois, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'être au parfum d'une équipe ou de l'équipe nationale qui se serait retrouvée quelque part
au-delà, n'est-ce pas, de vos considérations? Pas de prétexte pour moi, c'est de laisser libre cours, justement, à ceux qui croient. À ceux qui croient. Et moi, je me disais, lorsque j'étais là, lorsque je n'étais pas informé, je n'en étais pas préoccupé. Mais dès lors que j'étais informé de ce que certains pensaient qu'il fallait faire ceci, faire cela, je me disais, il ne faut pas donner des prétextes à qui que ce soit. Je laissais liberté, libre cours à ceux qui pouvaient le faire. Mais rarement, c'était les sportifs eux-mêmes. Mais surtout, c'était les encadreurs au niveau du mouvement sportif. Mais je ne m'opposais pas du tout à de telles démarches. Moi-même, je ne les faisais pas. Mais je disais, ne donnons pas de prétexte à qui que ce soit, pourvu que nous arrivions justement au résultat. Est-ce que ce n'était pas une façon de dire, faites sans moi, et peu importe les résultats auxquels nous parviendrons? Puisque... je suis un peu formaté dans ce que l'on appelle la liberté absolue de conscience. Moi, je suis dans ma propre conscience, je dis que je ne me reproche de rien, mais je ne peux pas du tout avoir une influence sur la conscience de l'autre, sur votre conscience à vous, M. Goma Malonga. Et si aujourd'hui, vous croyez que le mur qui est là, moi je le vois vert, mais vous le voyez noir, je vous laisse dans votre propre conscience. Donc pour moi, je dis que ce qui était important pour moi, c'est de ne pas trouver des prétextes. J'ai rappelé ce que les sportifs eux-mêmes font. Nous le voyons tout le temps. Un sportif qui, pour entrer dans l'heure de jeu, rentre sur un pied, droit ou gauche. Mais pourquoi l'en empêcher? Puisqu'il croit que c'est par là que la victoire va arriver. Et vous voyez aussi, je l'ai dit, quelles que soient les obédiences religieuses, lorsqu'il y a un match, lorsqu'il y a une victoire, ou avant le match, tous se mettent en concentration pour pouvoir justement être dans une sorte de demande d'intercession pour arriver justement à ce résultat. Il ne faut pas les en empêcher. Donc pour ça, il ne faut pas donner des prétextes. Imaginez-vous le ministre des Sports qui dise, le ministre en charge des Sports que j'étais, qui dise « Ah non, non, je ne veux pas du tout que tel joueur pour rentrer au stade rentre à reculons. » Ou « Je ne veux pas du tout que tel joueur rentre pour rentrer dans une aire de jeu de basket, entre par le pied gauche ou le pied droit. » Je crois qu'en ce moment-là, on va contre la liberté absolue de conscience. Alors, chers amis culturels, nous vous rappelons que nous recevons sur le plateau de Cultura Léon Alfred Opimba, auteur de Sport et éducation physique en République du Congo, un ouvrage, il faut dire, mon témoignage pour bâtir, c'est le sous-titre donc de l'ouvrage, paru aux éditions L'Harmattan au Congo. Dans la deuxième partie de votre ouvrage, Léon Alfred Opimba, vous parlez des limites de la gouvernance administrative et technique des fédérations sportives nationales. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Effectivement, il s'agit donc du premier chapitre de cette partie, les matchs perdus. Les matchs perdus, oui. Et effectivement, j'ai perdu essentiellement dans ces 3 matchs les limites de la gouvernance administrative, la préparation des athlètes et ce que j'ai dit, courir devant le ballon. Une très belle image, il faut le dire, que vous aurez certainement à commenter. Alors, merci beaucoup. Alors, les limites de la gouvernance administrative, justement, comme vous l'avez dit, j'ai commencé par un paratexte que j'ai emprunté à M. Serge Zeller en 2005, écrit en 2005. Il dit « Qui se risque dans une gouvernance hétéroclite périclite sa cohérence dans le multirisque. » C'est-à-dire, le sport, la performance sportive, justement, se construit au travers des aspects techniques sur le terrain, mais également par l'encadrement administratif, par la gestion administrative, qui est dévolue au mouvement sportif, c'est-à-dire au niveau des fédérations, au niveau des fédérations, des clubs, au niveau des sous-ligues et des ligues, etc. Et pour ça, justement, j'en appelle en réalité à une bonne maîtrise, justement, de cette gouvernance. Que ce soit la gouvernance organisationnelle, la gouvernance systémique et la gouvernance politique. Si vous voulez, je vais vous lire en page 120 l'extrait.
avant d'arriver à la page 120, elle est introduite comme ceci. Donc, en page 119, dernier paragraphe, voilà, 119. La performance sportive se construit sur la base de piliers dont la gouvernance en est un. Et cette gouvernance est décrite par M. Henri Yann Paul comme élément tridimensionnel en se distinguant en gouvernance organisationnelle, en gouvernance politique et en gouvernance systémique. Et l'efficacité, en page 120, l'efficacité de la gouvernance organisationnelle est en lien avec le rôle et la capacité managériale des principaux dirigeants qui doivent pleinement jouer leur partition dans cette mission de service public par la promotion, l'organisation et le développement de leur discipline sportive. Donc, on en appelle à ce que les acteurs indirects aient une volonté de bien gérer, de bien manager. La gouvernance politique, quant à elle, concerne l'application des textes fondamentaux des fédérations ainsi que les rapports de celles-ci, que celles-ci entretiennent avec les pouvoirs publics. Oui, il y a des passerelles qui existent entre les fédérations et les pouvoirs publics. Et pour ça, il faut une bonne application, justement, de ces textes. Et enfin, la gouvernance systématique rend compte de la situation d'interdépendance sous forme de régulation entre les fédérations et leurs superstructures. Pourquoi? Parce que les fédérations nationales sont relayées sur le plan continental et international par les fédérations internationales. Et pour ça, il faut qu'il y ait une bonne intelligence, une bonne relation entre les fédérations nationales et les fédérations internationales. Dans les différents textes, les statuts, les règlements qui régissent justement aussi bien les fédérations internationales et les fédérations nationales. Et à l'observation, effectivement, je crois qu'il y a encore une limite dans la gestion, dans l'application de ces trois niveaux de gouvernance dans notre pays. Voilà pourquoi j'en appelle justement à une grande réflexion, une grande mobilisation pour ça. De mon point de vue, au vu des problèmes que j'ai rencontrés, aussi bien sur le plan horizontal que vertical, je crois que j'ai perdu ce match. C'est à cause de cela que je le reconnais. Parler des faiblesses. Voilà, des faiblesses. En fait, exactement, des limites. Cette gouvernance. Exactement. Et justement, vous en parlez, vous venez de le dire, Léon Alfred Opimba, et vous l'écrivez noir sur blanc, n'est-ce pas? Lorsqu'on lit cette partie qui porte sur les limites de la gouvernance administrative et technique des fédérations sportives nationales, il y a, je pense, ce passage qui, il faut le dire, substantiellement traduit bon, c'est vrai que c'est dans le 9e chapitre, mais nous restons toujours dans les matchs, n'est-ce pas, perdus. Tout à fait. Nous restons toujours dans les matchs perdus, où finalement cette faiblesse, ou peut-être l'absence par moment de cette intelligence que vous avez mentionnée entre les deux parties, n'est-ce pas, pouvait aussi donner des coups tels que celui que vous mentionnez à la page 125, oui, dans le dernier paragraphe. Oui. Voilà. Et je vous lis, Léon Alfred Opimba, vous êtes dans les négociations avec donc l'une des structures que vous dirigez, qui est du côté technique, n'est-ce pas? Donc vous, en tant que gouvernant, et l'autre partie, dans ces négociations, au moment où vous croyez que les choses aboutissaient, ou étaient déjà, n'est-ce pas, et que vous passiez à la signature, vous avez un match à rejouer à ce niveau. Exactement. Et vous le rejouez de cette façon. Je vous cite Léon Alfred Opimba. C'est là que j'ai vécu la force et la vigueur du travail des outils sur moi. J'ai vécu le sentiment paradoxal de l'humiliation et de l'humilité, deux mots très profonds, il faut dire, n'est-ce pas, des concepts très profonds. J'aurais en effet pu vivre cet acte comme quelqu'un qui a essuyé une humiliation et qui était blessé dans son amour propre. Mais l'enseignement de Robert Mallet est majeur. Et vous citez Robert Mallet. On s'humilie par orgueil, on accepte d'être humilié par humilité. À croire certains commentaires après cet affront, aucun de mes prédécesseurs ne l'aurait accepté. Et vous l'avez accepté, Léon Alfred Opimba. Oui, je l'ai accepté parce que, je le dirai plus loin, mais je voudrais remonter au titre de ce chapitre 9. Oui. Il est imaginé
courir devant le ballon. Et tout à l'heure, j'étais là un compliment sur cette très belle image. Merci. Et que vous aurez certainement à commenter en passant. Alors, je commente, avant d'arriver justement à ce que vous disiez, comme ceci. Ce match, donc courir devant le ballon, dont on pourrait penser qu'il me ramènerait à la directive du chef de l'État sur la nécessaire cohérence entre le ministère en charge des sports et les fédérations sportives, oppose aussi et surtout les dirigeants sportifs entre eux. Ça veut dire que nous sortons là, justement, dans le cadre de la gouvernance, des problèmes qui auraient pu naître entre l'État et les fédérations, entre les fédérations et les fédérations nationales et les fédérations internationales, entre l'État et les fédérations internationales. Mais nous entrons dans la complexité des relations, des défis ou des problèmes qui existent justement au sein des fédérations, mais du fait justement des hommes qui dirigent ces fédérations. C'est ce qui me fait dire, ce n'est pas moi qui le dis, j'ai dit, je crois que c'est ce qui a fait dire à un de mes interlocuteurs pendant les concertations que j'avais organisées, et je le cite, que notre sport n'est pas malade des sportifs, mais de ses dirigeants. Alors, pour dire que, effectivement, lorsque il y a des problèmes au sein, justement, des fédérations, ça bloque le processus de la performance. Je l'ai vécu, je ne fais que relater mon témoignage. Parce que, je l'ai dit, 2 mois après mon arrivée, dans une fédération qui devait avoir un seul bureau exécutif, il y a eu une sorte de schisme à l'intérieur et il y a eu 2 bureaux exécutifs pour une fédération. Mais on ne pouvait pas accepter cela. Et c'est à cause de cela que je me suis engagé pour concilier les contraires par différents contacts, directs, indirects, en usant justement des personnes influentes sur les différents acteurs en conflit pour que nous puissions arriver à cela. Et dans l'évocation que je fais, je croyais que j'étais arrivé justement à trouver ce moment de conciliation, ou au point où nous étions en train de signer un mémorandum d'entente jusqu'à ce que justement, alors que tout le monde avait procédé à la signature, un des responsables refuse de signer. C'est à cause de cela que je me disais, et vous l'avez lu, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, j'ai dit que j'étais en réalité dans une situation paradoxale entre l'humilité et l'humiliation. Et j'ai effectivement cité, heureusement, Robert Mallet. Mais je me disais, j'étais, à contrario, mu par ma volonté et ma détermination de rester responsable jusqu'au bout. La République que je représentais et servais en cet instant et en ces lieux me le commandait et j'en étais conscient. C'est à cause de ça que je n'ai pas fait comme d'autres. Et on me dira qu'aucun de mes prédécesseurs n'aurait accepté cette humiliation. Oui, mais et peut-être qu'il ne l'aurait pas accepté parce qu'il savait qu'il représentait le gouvernement et qu'il se disait, n'est-ce pas, avoir ce qu'on dirait le droit de veto pour dire qu'il pouvait, n'est-ce pas, s'imposer en disant que je suis. Mais vous avez réagi autrement. Ce n'était pas le cas parce qu'on s'impose avant. Mais là, j'ai pensé que pour concilier les contraires, il fallait mettre chacun devant ses responsabilités, puisque j'ai dit qu'il fallait absolument que nous puissions, en effet, aller à l'essentiel. Ouais. Aller à l'essentiel, c'est le résultat. Et il fallait donc que nous signions un mémorandum d'entente. Alors que dans les coulisses, on était tombés d'accord, mais c'est publiquement, devant la presse nationale et internationale, que j'ai subi cette humiliation. Mais j'ai dit que, heureusement que l'humilité, effectivement, je crois qu'il m'a habité en ce moment-là, m'a fait dire que j'étais... Beaucoup gagné, vous avez beaucoup gagné. Je crois. Avec le réconfort de Robert Mallet en plus. Exactement. Voilà. Alors, Léon Alfred de Puyma, en tout cas, nous acheminons vers la fin de notre entretien. Déjà, rassurez-vous, c'est ça en réalité les belles choses, les bonnes choses. Ne durent pas très longtemps. Mais j'aurais bien voulu que nous disions un mot sur le 3e chapitre, sur la 3e partie, disons, avec les objectifs, les concepts, donc la modernité d'abord et visibilité en sport, et également les contrats d'objectivité. Est-ce que vous pouvez succinctement nous dire quelques mots, puisque là déjà nous sommes rattrapés par le temps? Oui, ce sont des défis que j'avais identifiés pour aller vers la performance. La modernité et la visibilité, c'est l'économie du sport.
Aujourd'hui, le défi, c'est de rendre le sport attractif. Le sport est un spectacle. Il faut qu'on le rende attractif pour que, effectivement, avec le public, les partenaires des sports sentent leur intérêt et viennent justement pour vendre leur image. Et à partir de là, effectivement, en contrepartie, ils financent le sport. Et pour cela, effectivement, il faut qu'on aille vers la modernité pour rendre visible le sport dans le concept de l'économie des sports. J'ai commencé, j'y ai réfléchi, j'ai tenté une expérience avec un expert français qui est venu, mais je crois qu'il faille continuer à réfléchir sur cela. Voilà. Deuxièmement, il y a les contrats d'objectifs. C'est la relation, c'est l'objectif. L'objectif, c'est la performance. Il faudrait que chacun puisse arriver avec de l'eau pour faire que nous puissions chacun donner quelque chose et arriver à cela. L'État qui donne les moyens, le sportif qui doit effectivement profiter des moyens de l'État pour arriver. Pour parvenir au résultat. Voilà, c'est la gestion axée sur les résultats en d'autres termes. Et enfin, là je crois qu'il faille en effet continuer la réflexion. Et il y a la formation. La formation, c'est un élément fondamental de la performance sportive. Là, nous avons posé les bases en signant un certain nombre de contrats avec des partenaires extérieurs. Là aussi, c'est un élément qui mérite effectivement d'être poursuivi parce que, justement, et c'est à cause de cela que j'ai intitulé cela « Les matchs à rejouer ». Merci en tout cas, Léon Alfred de Opimba. Je signale que vous venez de publier donc Sport et éducation physique en République du Congo, mon témoignage pour bâtir, avec la préface de Jean-Luc Akayevi et la postface d'Henri Osebi. Cet ouvrage est paru aux éditions L'Harmattan Congo. Je ne vous présenterai plus de nouveau. Merci simplement d'avoir répondu à cette invitation de Cultura. Mais témoignage pour bâtir, et vous l'avez bien mentionné d'entrée de jeu, Léon Alfred de Opimba, on ne bâtit jamais dans l'oubli. Et certainement, ce qui a motivé Jean-Luc Akayevi pour, n'est-ce pas, dénommer la préface qui accompagne finalement cet ouvrage, pour ne pas oublier. Mais également une chose que je voulais mentionner, n'est-ce pas, qui contribue à l'esthétique de cet ouvrage, à la beauté, n'est-ce pas, de la présentation, de la composition de cet ouvrage, c'est que chaque partie est précédée d'un élément préfaciel, d'un élément paratextuel, je voulais dire, et un élément ou des éléments, n'est-ce pas, qui cautionnent le contenu de chaque partie, qui cautionnent le contenu de chaque chapitre. Et là, on sait que ce n'est pas l'idée de l'éditeur, ce n'est que c'est l'idée de l'auteur que vous êtes. En deux mots, quelle motivation de tous ces paratextes, Léon Alfred de Opimba? En deux mots, pour dire que ce sont des sources d'inspiration. Ce sont des supports pour soutenir l'exemplarité que j'ai vécue. Et je crois que quand vous prenez un paratexte, quel qu'il soit, la formation en sport, investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. C'est M. Philippe Blott qui l'a dit. Donc pour dire que c'est pour soutenir justement le développement que je fais et reconnaître qu'on ne peut pas du tout aller vers la performance sportive sans la formation. Je voudrais terminer, puisque vous m'en donnez l'occasion, par remercier encore une fois Jean-Luc Akayevi. Merci. Encore une fois Henri Osebi, parce qu'ils ont pris le temps de lire le manuscrit, de me faire des suggestions et également d'accepter à la fois la préface et la postface. Qu'ils soient véritablement remerciés. En tout cas, soyez également remerciés, Léon Alfred de Opimba, d'avoir répondu à cette invitation de Cultura. Chers amis culturels, nous vous disons merci en tout cas et merci pour votre attention. Merci de suivre Télé Congo. Nous prenons date donc pour samedi prochain à la même heure, 14h. Passez une très belle journée dans vos familles respectives. À très bientôt. Merci.